la comptabilisation des charges de personnel. L'enregistrement des charges de personnel à la fin du mois. Eh bien, ça se fait en 3 grandes étapes. La première étape, on enregistre les charges de personnel et la dette qui s'ensuit pour le montant du salaire brut, plus les indemnités non imposables. Voilà la première étape. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on va débiter le compte 641 charges de personnel, c'est donc bien une charge, et on va créditer le compte 421 personnel rémunération due. Vous voyez que le compte 421, c'est une dette. Est-ce qu'on est bien d'accord? La charge, 641 à 421. Pourquoi je fais ça? Je mets la charge et la dette parce que ça veut dire en français qu'au moment où je passe cette écriture, je ne paie pas tout de suite les salariés. C'est juste l'enregistrement de leur fiche de paye. La charge et la dette. Simplement, regardez bien qu'il n'y ait pas d'ambiguïté non plus. 641, c'est pour quel montant? C'est pour le salaire brut. Donc, vous vous souvenez du salaire brut? Salaire de base, plus les heures supplémentaires à 25 à 50, plus les primes imposables. C'est ça le salaire brut. Mais il faut rajouter également, éventuellement, les indemnités non imposables, vous vous souvenez, comme par exemple le remboursement par l'entreprise de frais de transport engagés par le salarié pour le compte de l'entreprise, ce genre de choses. On est d'accord? Donc attention, je répète encore une fois qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, 641 à 421 pour le salaire brut, plus les indemnités non imposables. Très bien. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va constater les dettes de charges sociales salariales et des éventuelles oppositions sur salaire. Alors, rappelez-vous, le principe des charges de personnel en France, c'est quoi? C'est que, en fait, vous négociez avec votre employeur un salaire de base, d'accord? Après, comme on vient de le voir, il peut y avoir des heures supplémentaires, des primes imposables, ça devient le salaire brut, on est d'accord? Mais, en fait, ce que vous allez percevoir, vous, comme salaire net, on va voir, ce n'est pas le salaire brut. L'employeur va retirer de votre salaire brut le montant des charges sociales salariales, c'est-à-dire celles qui vous imputent. On est bien tous d'accord, okay? Et ce sera l'employeur, par la suite, qui paiera, j'allais dire entre guillemets, à votre place, les charges sociales salariales aux organismes sociaux habilités. Conséquence, on va débiter le compte 421 personnel rémunération due. Est-ce que vous remarquez qu'en faisant ça, qu'est-ce que je viens de faire? Vous vous souvenez, dans la première écriture, celle qu'on vient de passer juste une seconde avant, on a fait quoi? 641 à 421 pour le montant du salaire brut plus les indemnités non imposables. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc, ça veut dire que dans la première écriture, j'ai crédité le compte 421. Quand je crédite un compte de bilan, ça veut dire que j'ai une dette, moi entreprise, envers le personnel. Et vous voyez que là, dans l'écriture, lorsque je constate les dettes des charges sociales salariales, je débite le compte 421. Et oui, c'est normal. Je diminue en faisant cela ce que moi, employeur, je dois au salarié. Et je lui diminue de combien? Eh bien, regardez bien, à 431 sécurité sociale, 437 autres organismes sociaux, 427 oppositions sur salaire. J'ai identifié en mettant X1, X2, X3, et donc le 421 que je mets au débit, c'est la somme des 3 autres. Est-ce que vous comprenez le principe? D'accord? C'est assez clair, j'espère. Bien entendu qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, encore une fois. Quand je crédite ici le 431 ou le 437, a fortiori le 427, mais 431 et 437, ce sont quoi? Ce sont les charges sociales salariales de sécurité sociale. En dessous, le 437, ce sont les charges sociales salariales envers les autres organismes sociaux. Ne confondez pas, bien sûr, à ce stade-là, les charges sociales salariales avec les charges sociales patronales. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? D'accord? Donc, vous voyez, en fait, regardez bien, c'est logique. Dans la première écriture, j'ai passé 641 charges de personnel à 421 pour le salaire brut et les indemnités non imposables. Tout de suite après, moi, employeur, ce n'est pas ça que je vais devoir vous verser. Ce que je vais vous verser, c'est quoi? C'est ça, moins
vos charges sociales salariales et l'opposition sur salaire. Voilà pourquoi j'ai débité le compte 641, le compte 421 de ce montant-là. On est d'accord? Alors donc j'ai rajouté ici, bien entendu, X1, c'est le total des charges d'URSSAF salariées hors réduction Fillon. D'accord? Donc, moins réduction de cotisation salariale, puisque, rappelez-vous, si jamais il y avait des réductions Fillon liées aux heures supplémentaires, ça vient en déduction du montant des charges sociales salariales hors réduction Fillon. Donc le montant X1, qu'est-ce que je prends? Si vous vous souvenez de la fiche de paye, je prends le total des charges d'URSSAF salariées hors réduction Fillon. Dans les fiches de paye que je vous montre, c'est écrit comme ça. Et en dessous, dans les fiches de paye que je vous montre, je mets les réductions Fillon. Réduction salariale, réduction patronale. Eh bien ici, bien entendu, je retirerai du montant de la sécurité sociale, des organismes sociaux, de l'opposition sur salaire salarial, je retirerai la réduction Fillon, la réduction pour surcotisation salariale. Est-ce qu'on est bien d'accord? Autrement dit, si vous avez 250 € de charges d'URSSAF hors cotisation Fillon, j'ai dit combien? 250 €. Imaginez qu'il y ait réduction salariale sur heures supplémentaires, par exemple 50 €, ça veut bien dire que je vais avoir à ce moment-là que 200 €, enfin que le salarié aura à sa charge 250 €, cotisation hors réduction Fillon, moins la réduction Fillon, 250 moins 50, ça fait 200. On est d'accord sur le principe? Ensuite, le total X2, c'est le total autres organismes sociaux salariés de la fiche de paye, c'est-à-dire, pour faire simple, on va vite, la retraite complémentaire, le pôle emploi, etc., etc. Ensuite, X3, c'est l'opposition, bien sûr, si elle existe sur la fiche de paye. C'est quand même, il faut l'espérer, imaginez qu'il n'y ait pas souvent d'opposition sur salaire. Je vous rappelle ce qu'on a dit la dernière fois également. Les oppositions sur salaire, c'est suite à un jugement, un juge ordonne à l'employeur de ponctionner sur le salaire du salarié pour le verser à un organisme social ou aux impôts ou à la justice selon la nature du délit ou de l'infraction qui a été commise ou de l'amende qui a été commise par le salarié. D'accord? Alors, une petite remarque, vous voyez donc que sur les charges sociales salariales au sens strict, on ne les enregistre pas dans des comptes de la classe 6. Vous voyez? Regardez, 6, on a bien débité le 421. On n'a pas mis de compte de charges spécifiques pour les charges sociales salariales. On a diminué de la dette qu'on avait envers les salariés. 641 à 421, première écriture. Deuxième écriture, on diminue le 421 du montant des charges sociales salariales. Ça va, c'est clair? Eh bien, vous allez voir la différence avec la troisième étape, où là, on va enregistrer les charges sociales patronales maintenant et les dettes qui s'en suivent. Et là, cette fois-ci, quand on enregistre les charges sociales patronales, elles ont un numéro de charges bien identifié, clair et net. On est d'accord? Et pas de difficulté majeure. Vous allez enregistrer les trois grandes catégories de charges sociales patronales à l'URSSAF, aux caisses de retraite et retraite complémentaires, la cotisation Pôle emploi, donc à CEDIC, à NPE, d'accord, et les dettes envers, eh bien, pour les charges sociales patronales envers la sécurité sociale et envers les autres organismes sociaux. On est d'accord? Regardez bien, encore quelque chose. Dans le monde réel, comment ça se passe? Dans le monde réel, vous voyez que on regroupe sous un seul titre, enfin ici, pardon, excusez-moi, je vous ai mis 431 dettes envers la sécurité sociale et 437 dettes envers les autres organismes sociaux, caisse de retraite plus Pôle emploi. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la fiche de paye, il y a plusieurs types de caisses de retraite, éventuellement. D'accord? Il y a plusieurs types d'organismes sociaux. Dans le monde réel, qu'est-ce qu'on ferait? Exactement le même principe, bien sûr, sauf qu'on va identifier chaque caisse de retraite différente s'il y en a plusieurs. Par exemple, 413 001, on va dire que c'est la Carpinco ou l'Arco ou la GIRC. Vous voyez, vous allez les identifier chacun. Le jour de l'examen,
sauf avis contraire de l'énoncé, vous regroupez tout dans le compte 437. Vous comprenez ce que je veux dire? On pourrait même imaginer que pour les dettes envers la sécurité sociale, que vous inscriviez 431,01 pour la maladie, 431,02 pour la vieillesse, 45, etc., les frais de transport. Enfin, vous voyez, vous pouvez, dans le monde réel, descendre beaucoup plus loin dans les détails. Dans le cadre d'un examen, vous allez tout me regrouper. Donc, qu'est-ce que je vais mettre en 645.1 ? Et c'est bien un compte de charge. Je vais mettre les cotisations URSSAF, entendez bien, sur la fiche de paye, les cotisations URSSAF patronales cette fois-ci. Pour quel montant? Le total URSSAF patronal, bien sûr, moins la réduction Fillon patronale, bien sûr, et moins les déductions forfaitaires sur Ursup patronale, bien entendu. Pour les caisses de retraite complémentaires, 645.3, la retraite complémentaire cadre et non cadre, prévoyance d'essai cadre et non cadre, et ensuite l'APEC, si jamais vous avez des cadres. Et ensuite 645.4 pour cotisation au Pôle emploi, AGS et chômage. Et donc, la dette qui s'ensuit, sécurité sociale, et le montant qui apparaît, bien sûr, sur le même montant que le 645.1, ce qui paraît logique, et le 437, ce qui paraît aussi logique pour équilibrer l'écriture, la somme de 645.3 plus 645.4. Sinon, l'écriture n'est pas équilibrée. On est d'accord? Alors, regardez bien ce que nous avons fait. Je mets à part l'histoire de l'acompte qui est pendant le mois. Ça veut dire qu'à la fin de chaque mois, le comptable va enregistrer, donc, première étape, le montant des charges de personnel en enregistrant 641 à 421 pour le montant du salaire brut, plus les charges plus les indemnités non imposables, 641 à 421. Deuxième étape, le même comptable va diminuer le compte 421, donc diminuer de ce qu'il doit aux salariés, de quoi? Eh bien, il va diminuer ce qu'il doit aux salariés du montant des charges sociales salariales. Est-ce que tout le monde est d'accord? Et troisième étape, on va enregistrer dans l'entreprise les charges sociales patronales. D'accord? Alors le problème, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on n'a pas encore tout à fait terminé. Ça, attention, dans le monde réel, je peux vous garantir que selon le nombre de salariés que vous avez, je vous signale, hein, ça arrive assez souvent que les comptables, le ou les comptables, peuvent passer entre 7 et 12 jours par mois, rien que pour enregistrer les charges personnelles, au sens large du terme. Quand je vous disais la dernière fois, à la fois que c'était l'enfer, parce qu'avec tous les cas particuliers, toutes les mises à jour qu'il y a à faire en permanence, etc., je vous ai dit aussi en même temps, si vous souhaitez vous spécialiser là-dedans, je vous y encourage, parce que c'est très recherché. L'inconvénient, c'est donc pour être spécialisé là-dedans, il faut être très bon et beaucoup travailler au départ pour bien connaître le système. Parce que là, encore une fois, on est bien d'accord, c'est la théorie, le concept que je vous donne. Dans le monde réel, on fait la même chose, sauf que on est confronté à énormément de difficultés autres que celles-ci. Et après, qu'est-ce qui se passe si un employé a été malade? Alors malade, pourquoi? Quelle raison? Accident du travail, congé payé. Après, pour les femmes, la période de grossesse, ce genre de choses. Vous voyez, d'un seul coup. Ou alors des gens qui sont intérimaires, enfin en CDD comment? En CDD à plein temps, à tiers-temps, trois-quarts temps, etc., ça vient compliquer les choses. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Les charges de personnel dans une entreprise, quand c'est le comptable de l'entreprise qui fait les fiches de paye de l'entreprise, je vous garantis que ça représente une masse de travail importante. Je ne vous parle pas des stagiaires rémunérés, c'est encore un statut particulier. Je ne vous parle pas du remboursement des frais pour, par exemple, les commerciaux, c'est encore, etc., C'est un gros boulot, hein, je vous le dis, hein, franchement. Hein. Donc, mais par contre, bien entendu, c'est très recherché, ceux qui sont bons là-dedans, parce que peu de gens sont spécialisés là-dedans. D'accord ? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut bien entendu identifier chaque organisme collecteur des cotisations de retraite par un sous-compte du 645.3. Et je vous dis que dans les énoncés, on pourrait vous demander de passer les écritures d'enregistrement des charges à caractère fiscal. Alors ici, ce que vous avez dans une fiche de paye, ce sont les charges à caractère social. Entendez, charges de personnel à caractère social.
Mais il existe d'autres charges, entre guillemets, de personnel, non pas à caractère social, mais à caractère fiscal. Ça veut dire quoi? Tout simplement. Ça veut dire que ces charges à caractère fiscal n'apparaissent pas sur les fiches de paye. Mais le comptable dans l'entreprise peut avoir à les passer. Et on ne sait jamais, le jour de l'examen, si on vous demandait, en plus de la fiche de paye, annexe 2, voilà les différentes charges à caractère fiscal que doit enregistrer le comptable à la fin du mois, passez l'écriture, évidemment, vous allez voir qu'il faut savoir le faire. Alors ça serait relativement simple. Je vous ai ici énuméré un certain nombre de charges à caractère fiscal qui n'apparaissent pas sur les fiches de paye. Par exemple, taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage, formation professionnelle continue, construction, comité d'établissement ou d'entreprise, comité d'hygiène et de sécurité, versement aux œuvres sociales, versement à la médecine du travail. Vous voyez, tout ça, ce sont des charges qu'un employeur a à verser aux différents organismes habilités, mais qui n'apparaissent pas sur la fiche de paye. Alors, je repars évidemment du départ, ce qui n'est pas le cas absolument dans tous les cas de figure. Par exemple, lors du versement d'un acompte, il est évident que dans le monde réel, il n'y a pas tout le temps versement d'un acompte. Donc, lorsque l'entreprise verse un acompte à un salarié, il y a une écriture à passer, bien entendu, et on débite le compte 425, personnel avancé à compte, ça tombe bien, il porte le nom correct, j'allais dire, à 512 banques, puisque ça veut bien dire que l'entreprise a versé une somme à un des salariés. Ça, c'est lors du versement de l'acompte. Alors, c'est pendant le mois, si un salarié demande le versement d'un acompte. Voilà l'écriture que l'on passe. Donc maintenant, il faut bien sûr, à un moment donné ou à un autre, payer les salaires donc aux salariés. Donc le principe, quand on paye le salaire. Alors, quand est-ce qu'on paye le salaire? Alors là, on ne va pas rentrer dans les débats sans fin. On va faire simple. En général, c'est au début de chaque mois. Alors, tout existe dans la réalité. Vous avez des gens, des entreprises dont les placements, les virements, sont faits le 31 du mois, d'autres tous les premiers, d'autres tous les 2, d'autres tous les 3, d'autres tous les 4. Tout dépend des accords qui ont été passés dans l'entreprise. Donc, ensuite, au moment où l'entreprise verse, c'est souvent un virement, hein, vous êtes d'accord, hein, c'est pas rarement un chèque, c'est souvent un virement que l'entreprise fait sur le compte du salarié. Quelle est l'écriture qu'elle passe? Eh bien, 421 personnel rémunération due, vous voyez qu'est-ce qu'elle fait? Elle débite le compte 421 qui était un compte de dette. Est-ce que vous êtes d'accord? Pour quel montant? Je dis X5 égale X6 plus X7. Et qu'est-ce que c'est que X6 et X7? Eh bien, c'est 425 personnels avancés à compte. Est-ce que vous êtes d'accord que si l'entreprise vous a versé un acompte, elle ne va pas vous le reverser à la fin du mois. Donc ça va bien être retiré de l'acompte du début du mois. Je vous rappelle que si l'entreprise vous avait versé un acompte, vous vous souvenez de l'écriture que l'on passe au moment où elle vous avait versé l'acompte, on passait 425 à 512. 425, c'est un compte de bilan. Au débit, donc il va à l'actif de l'entreprise. Oui, c'est normal, puisque si l'entreprise vous a versé un acompte, c'est vous qui lui devez cet argent. Conséquence, à la fin du mois, lorsqu'on vous paye, lorsqu'on enregistre ce qu'on vous doit, vous voyez, on crédite l'avancé à compte, comme ça, il est soldé. D'accord? Donc ça vient bien diminuer l'avancé à compte qu'on vous a versé, regardez bien en dessous, de la banque, évidemment. D'accord? Pour le montant du net à payer qui apparaît sur la fiche de paye. Et j'ai mis en renvoi petit 1 à côté de rémunération personnelle, rémunération due. Je dis attention, en fait, on débite le 421 pour le solde de ce compte, pas pour le montant du net à payer obligatoirement. Pourquoi? Parce que c'est vérifiable quand des acomptes ont été versés pendant le mois. D'accord? Donc il faut bien entendu solder le compte 421. S'il n'y a pas eu d'acompte, vous comprenez le principe, s'il n'y a pas eu d'acompte versé pendant le mois, on débite 421 et on crédite le 512 pour le montant du net à payer. Mais s'il y a eu un acompte, attention, d'accord, on débite le 421, duquel montant? Évidemment du net à payer, plus des acomptes qui ont été versés.